L'ONU dit la France devrait faire des statistiques sur l'évolution de telle et telle et telle communauté, comme ça, elle serait davantage documentée sur ce qui se passe sur son territoire. Voilà, c'est le vieux débat des statistiques ethniques qui sont très pratiquées un peu partout à l'étranger, en particulier dans le monde anglo-saxon. Mais chez nous, alors là, il n'y en avait pas. D'ailleurs, Céline Pina, il me semble que Nicolas Sarkozy était plutôt favorable à ce qu'on développe des statistiques ethniques, c'est-à-dire communauté par communauté en France. Mais ça ne s'est jamais fait. Parce que c'est le vieux logiciel français. Il ne faut pas diviser les Français, donc on ne parle pas des communautés sur le plan statistique. Oui, en fait, il y a derrière l'idée, alors il y a une idée quand même très précise derrière cette demande de l'ONU, c'est pas de mieux connaître sa population, c'est de lutter contre le racisme systémique. Donc d'entrée de jeu, j'allais dire la demande de l'ONU est biaisée parce que c'est une façon de mettre en accusation la France en disant vous niez le fait qu'il y a un racisme systémique pratiqué chez vous. Or, le problème, c'est que le racisme systémique, ça a une définition. À la fin, on ne peut pas passer son temps à violer les mots et à leur faire dire n'importe quoi. Le racisme systémique, c'est par exemple la ségrégation. C'est quand votre couleur de peau vous interdit l'accès à un certain nombre de droits, à un certain nombre de métiers. Et en France, ça n'est absolument pas le cas. Alors, pourquoi l'ONU s'intéresse-t-elle à ce point-là, à cette dimension? C'est qu'en fait, on est dans une logique où tout doit être défini par le racial, alors que nous, en France, on est sur des logiques sociales. Si vous définissez tout par le racial, ça veut dire que finalement, on assigne les gens à résidence ethnique. Autrement dit, vous n'êtes défini que par votre couleur de peau. Et à ce moment-là, on va essayer de mesurer qui est avantagé en fonction de la couleur de sa peau et on va essayer de définir des droits différents, soi-disant pour rattraper des retards. On voit très bien qu'on brise là complètement à la fois la logique universaliste et égalitaire, puisque nous, toute notre citoyenneté est basée sur le fait que notre égalité des droits dépasse les questions de couleur de peau, de sexe, d'appartenance religieuse, etc. C'est encore une victoire du monde anglo-saxon, puisque finalement, peu à peu, la planète s'adapte au droit, à l'esprit, à la mentalité anglo-saxonne. Moi, je me souviens, de façon assez régulière d'ailleurs, dans les journaux français, on voit des statistiques ethniques américaines qui prend les Américains catégorie par catégorie, communauté par communauté, les Noirs, enfin les Afro-Américains, les Indiens. On met le revenu moyen communauté par communauté. Alors là, ça paraît totalement injuste, puisqu'on voit les anglo-saxons blancs qui sont en haut des classements, et puis les Américains d'origine indienne ou d'origine latino ou bien d'origine noire qui sont tout en bas. Voilà, et on se dit, mon Dieu, on ne fait pas ça en France du tout. Donc c'est ce que voudrait... L'ONU voudrait que nous fassions cela. Et ça pose un problème énorme, c'est par exemple le métissage. Parce que les métis, vous les mettez où? Ils sont forcément traîtres à une race et ils vont nourrir la statistique de qui et quels seront leurs droits. Et ben c'est comme ça qu'aux États-Unis, à l'époque de la ségrégation, on avait inventé la goutte de sang noir parce que ça permettait de séparer les gens et de dire si quelqu'un a une personne noire dans son ascendance, il est classé parmi les noirs. Vous vous rendez compte de la violence en fait et de cet enfermement complet, au point, par exemple, si vous avez l'occasion, regardez quelque chose, ça s'appelle Evergreen, ça parle en fait d'une université aux États-Unis, et vous avez le moment où les professeurs se présentent. Et ben, ils arrivent tous en disant « Je suis désolé, je suis privilégié, moi je suis un mâle blanc cisgenre. Ah, moi je suis très privilégié, mais je suis quand même une femelle, alors j'ai des points d'oppression en plus à mettre en avant. » Et tout ça dans une hypocrisie C'est là totale. qu'on voit Céline Pina, les amis, je vous interromps, pardonnez-moi, mais c'est là qu'on voit que la France, qui était jadis une des grandes puissances du monde, finalement a perdu une bataille idéologique importante, qui est celle de l'universalisme, la laïcité à la française, l'universalisme auquel nous sommes tant attachés, ne sont pas devenus des valeurs partagées par les grandes démocraties mondiales, de culture plutôt anglo-saxonne, ont choisi ce que vous décrivez. Voilà. Et nous, on est là tout petits, avec notre 1% de la population mondiale, les Français, à se battre, à se dire « Mais attention, ça n'est pas notre logiciel, on est universaliste, mais le match est perdu !»
le match est perdu, Céline Pina. Alors, imaginez que qu'aurait dit Churchill quand il s'est retrouvé tout seul. Il n'y avait plus que l'Angleterre qui combattait le nazisme. Tous les autres pays étaient tombés ou se ralliaient à Hitler. S'il avait dit oh bah, foutu pour foutu, Oui. non, les seuls combats que l'on perd sont ceux que l'on ne mène pas. Et aujourd'hui, les États-Unis et le monde anglo-saxon sont en train de foncer dans un mur. Quand ils seront à manger et à compter les briques, ils se retourneront alors vers l'histoire et là, ils trouveront cet universalisme, ils trouveront cette proposition Donc, française.